Elle était la beauté rebelle qui a défini l'ère du cinéma muet. Pourtant, en 1940, elle a disparu d'Hollywood comme si elle était sortie du bord du monde. L'Amérique adorait autrefois sa coupe de cheveux bob caractéristique et ses yeux sombres et lugubres. Mais peu imaginaient que derrière le glamour vivait une femme portant des secrets et des cicatrices qu'elle n'osait jamais révéler. Plus de 30 ans plus tard, un historien du cinéma a accidentellement découvert où elle avait disparu et ce qu'il a trouvé l'a profondément secouée. Des photos inédites, des lettres manuscrites fragiles et des souvenirs enfouis depuis longtemps sont enfin révélés dans cette vidéo. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir les vérités qu'Hollywood a passé des décennies à essayer de cacher. Elle est née le 14 novembre 1906 à Cherryvale, Kansas, une ville tranquille du Midwest au cœur de l'Amérique. Son père, Leonard, était un avocat réservé qui adorait tellement les livres qu'il passait des soirées entières ensevelies dans la philosophie grecque. Sa mère, Mira, une pianiste à l'esprit libre, croyait que la musique et l'art étaient les seuls moyens d'échapper à la routine ennuyeuse de la vie. Entourée de ce mélange inhabituel de discipline et de créativité, Louise est devenue une enfant brillante et curieuse. Mais son monde contenait aussi des ténèbres. À seulement 9 ans, elle a été agressée sexuellement par un voisin nommé Monsieur Flowers. Ça l'a marquée pour toujours. Elle n'en parlait jamais, portant le souvenir comme une échymose que personne d'autre ne pouvait voir. Des années plus tard, elle a dit qu'elle avait cessé de croire en la douceur ce jour-là, parce que même les noms les plus gentils pouvaient cacher de terribles vérités. Sa mère, malgré ses chansons douces de Debussy et Ravel dérivant à travers la maison, était volontaire et déterminée à élever une fille indépendante. Lorsque Louise a eu 10 ans, Mira a reconnu son don naturel pour la danse et l'a poussée à la poursuivre, croyant que la scène pourrait l'aider à reprendre confiance en elle. À 11 ans, Louise monta pour la première fois sur la scène de l'opéra local, les yeux brillants d'intensité, ses mouvements lisses comme de la soie. Le public se tut. Les gens ont dit plus tard qu'elle ne se contentait pas de danser, elle racontait des histoires avec son corps. La nouvelle s'est rapidement répandue dans toute la région. À 15 ans, elle a quitté le Kansas pour New York, le pays des lumières vives, des rêves immenses et des défis impitoyables. Elle a rejoint la compagnie de danse moderne Danny Shawn, une force révolutionnaire dans la culture américaine. Sous Ted Shawn et Ruth St. Denis, Louise s'est levée rapidement, audacieuse, talentueuse, impossible à ignorer. Mais la tension a suivi. St. Denis désapprouvait l'indépendance farouche et l'honnêteté brutale de Louise. Elle voyait le nouveau venu du Kansas comme un arriviste arrogant. Le conflit a finalement éclaté. Pendant la répétition, devant toute la troupe, Saint-Denis l'a licenciée sans explication. La pièce se tut. Dévastée mais ininterrompue, Louise est sortie. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle est allée à Broadway, jouant dans les scandales George White des spectacles connus pour lancer des carrières. Elle dansait avec le désespoir de quelqu'un qui avait déjà tout perdu une fois, et le public ne pouvait pas détourner le regard. En 1925, elle était sur scène dans les légendaires Ziegfeld Follies. La fille timide du Kansas était partie maintenant, elle était confiante, provocante, tout à fait moderne. Hollywood l'a remarqué. Le producteur de Paramount, Walter Wanger, est devenu fasciné par sa beauté cool et son regard illisible. Il lui a offert un contrat de studio et a tranquillement commencé une liaison avec elle, bien qu'il soit marié. Louise savait que c'était un problème, mais l'amour avait toujours été compliqué pour elle. En fin de compte, Paramount l'a signé pour 5 ans. Un nouveau chapitre avait commencé. Mais si elle pensait que la célébrité serait facile, elle se trompait. À 18 ans, elle a attiré l'attention de Charlie Chaplin, l'homme le plus puissant de l'industrie. Il avait 36 ans, était marié et si célèbre qu'il vivait à peine comme une vraie personne. Louise, jeune et intense, se précipita vers lui comme un papillon de nuit vers une flamme. Leur brève aventure estivale a brouillé la passion, l'art et le danger. Quand il est parti, la blessure est restée avec elle pour toujours, un rappel de la brutalité avec laquelle Hollywood pouvait utiliser son pouvoir. Quelques années plus tard est venu le rôle qui définirait son image une fille dans chaque pore. Elle ne jouait pas seulement une femme coquette, elle incarnait la rébellion.
Le carré noir tranchant comme un rasoir effleurait juste sa mâchoire, la courbe sournoise de sa bouche, cette lueur froide dans ses yeux. Elle n'agissait pas. Elle créait un tremblement de terre culturel. Les femmes à travers l'Amérique ont couru dans les salons de coiffure pour copier son look. En 1926, elle épousa le réalisateur Eddie Sutherland. Mais pour Louise, le mariage ressemblait à une cage dorée. Elle détestait l'idée d'être une bonne épouse, une fois les lumières de la scène éteintes. En moins d'1 an, elle est tombée dans une liaison avec le millionnaire George Marshall Beau, généreux, dangereusement irrésistible. Leur relation a fait vibrer Hollywood, et finalement, elle a quitté Sutherland. Il était tellement dévasté qu'il a tenté de se suicider en prenant des somnifères. Il a survécu, mais Louise portait la culpabilité comme une ombre. Puis vint 1928, le sommet de son succès et le début de sa chute. Pendant le tournage de Mendiants de la vie, elle a vu de ses propres yeux la cruauté d'Hollywood. Une rumeur vicieuse prétendait qu'elle avait la syphilis et l'avait donnée au producteur Jack Pickford. C'était faux, mais à une époque obsédée par les ragots, le mensonge s'est répandu comme une traînée de poudre. Du jour au lendemain, l'étoile montante est devenue un paria. Le réalisateur William Wellman a aggravé les choses en la traitant comme rien de plus qu'un outil pour capturer le réalisme. Dans une scène, il l'a forcée à monter dans un train en marche, à un pas de la mort. Après cela, elle a porté une colère permanente envers l'industrie qu'elle adorait autrefois. Écrasée par le scandale et la solitude, Louise s'est lancée dans des romances chaotiques comme si elle essayait de dépasser son propre passé. Sa relation avec George Marshall a continué, mais l'amour s'était estompé. Tout ce qui restait était la destruction. Puis, elle a rencontré Peggy Lederer, nièce de l'actrice Marion Davies qui était impliquée avec le magnate de la presse William Randolph Hearst. Peggy était sauvage, courageuse et impulsive tout comme Louise. Ils sont tombés dans une romance interdite, dangereuse, à une époque où l'amour homosexuel était condamné. Quand Hearst l'a appris, il a utilisé son énorme influence pour enterrer la vérité. Peggy a été forcée dans un hôpital psychiatrique sous prétexte de traiter la toxicomanie. Quelques jours plus tard, elle a sauté d'une fenêtre. Louise reçut la nouvelle dans un état second, comme si une partie de son âme était tombée avec Peggy. Ce chagrin l'a marquée pour toujours. En 1929, lorsque Paramount a refusé d'augmenter son salaire, Louise a simplement souri et s'est éloignée. Elle a quitté les États-Unis pour l'Europe, un endroit où l'art comptait et où les émotions n'étaient pas traitées comme des faiblesses. Ironiquement, c'est George Marshall l'homme qui l'avait autrefois entraîné dans le chaos, qui l'a encouragé à partir. Beaucoup l'appelaient stupide d'avoir abandonné Hollywood alors que son étoile montait encore. Louise s'en fichait. Elle voulait la liberté, même si cela lui coûtait tout. Des décennies plus tard, lorsque Hollywood a romancé son âge d'or, les gens ont commencé à réaliser que c'était Louise qui avait contribué à le façonner. Lorsqu'elle est arrivée à Berlin en 1929, une nouvelle histoire a commencé. Dans les rues éclairées à la lampe et remplies de jazz dérivant des bars enfumés, elle n'était plus jugée pour son attitude ou son apparence. Pour la première fois, elle était respectée en tant qu'artiste. Là, elle a rencontré le réalisateur G.W. Pabst, l'homme qui la rendrait immortelle. La boîte de Pandore est née à l'apogée du cinéma muet allemand. Pabst n'a pas seulement vu un joli visage, il a vu un esprit brut, complexe et fragile. Il l'a choisi pour incarner Lulu, la sirène à l'esprit libre détruite par le désir. Ce n'était pas seulement un rôle, c'était un miroir de sa propre vie. Elle agissait avec ses yeux, ses gestes, son silence. C'était un langage purement émotionnel, quelque chose qu'Hollywood n'avait jamais vu. Le public de l'époque ne comprenait pas pleinement son style froid et naturaliste. Mais l'histoire l'a fait. Louise Brooks avait l'air vivante à l'écran. Par la suite, Pabst l'a jetée dans le journal d'une fille perdue. Cette fois, la souffrance du personnage a été encore plus profonde. Pour représenter une jeune femme écrasée par la société, Louise a dû affronter le traumatisme qu'elle avait enterré depuis son enfance. Quand elle a pleuré devant la caméra, ses larmes n'appartenaient pas au personnage, elles appartenaient à Louise elle-même. Il a dit un jour « Elle n'agit pas, elle vit », et il le pensait.
Ces deux films ont cimenté sa place dans l'histoire du cinéma, mais son succès européen est venu avec sa propre lassitude. Quand il l'a exhortée à rester en Allemagne et à continuer à travailler avec lui, ce n'était pas de la flatterie, il connaissait ses forces mieux que quiconque. Elle avait un talent extraordinaire mais presque aucune discipline, et il l'a prévenue directement. Si tu retournes à Hollywood, ils te briseront. Elle ne faisait que sourire, le sourire confiant de quelqu'un convaincu qu'elle pouvait diriger son propre destin. Elle ne se doutait pas que ce choix marquerait le début de sa chute. De retour en Amérique, tout avait changé. Les Talkies prenèrent le relais et le studio s'attendait à ce qu'elle enregistre des dialogues pour l'affaire du meurtre des Canaries. Elle a refusé, insistant sur le fait qu'elle était une actrice et non une servante des nouvelles technologies. Ce défi l'a placée sur une liste noire non officielle. Du jour au lendemain, la sensation internationale est devenue un outsider. Elle n'a pas montré de regret sa fierté, a simplement claqué toutes les portes. Au fur et à mesure que sa carrière s'est effondrée, son amour long et compliqué avec le réalisateur qu'elle avait autrefois adoré s'est effondré. Elle se souciait profondément de lui, mais la liberté signifiait plus pour elle que n'importe quelle promesse. Il a proposé à plusieurs reprises, et à chaque fois, elle a dit non. Quand il a finalement épousé quelqu'un d'autre, elle s'est assise seule dans une petite pièce fumant, griffonnant des lignes dans son journal, souriant aux nouvelles comme si cela la touchait à peine. Des années plus tard, elle a admis « Je ne pourrai jamais appartenir à personne. C'est peut-être pour ça que j'ai été seule toute ma vie. » Une autre opportunité s'est présentée lorsqu'un studio lui a offert 500 weeks par semaine. Un salaire de rêve à l'époque, mais elle a refusé d'auditionner pour un western. L'offre a disparu, et les quelques petits films qui ont suivi n'ont fait que pousser sa carrière plus loin. En 1932, elle n'était plus une star. Elle était une ancienne icône au chômage qui se produisait dans des boîtes de nuit juste pour survivre. Sous les lumières de la scène, le public reconnaissait encore ses yeux incomparables des yeux, qui avaient autrefois enchanté le monde, mais maintenant ils ne reflétaient plus rien. En 1938, elle revient à l'écran dans un film d'aventure à petit budget avec un jeune acteur qui deviendra plus tard un nom familier. Elle a grandi avec son célèbre Bob et a essayé de repartir à neuf. Hollywood s'en fichait. Le film a échoué et cette fois, elle est partie pour de bon. Les années 1940 se sont glissées tranquillement. Elle a dérivé entre Wichita et New York, sans travail régulier, sans cercle étroit et sans direction claire. De retour à la maison, les gens la considéraient avec un mélange de sympathie et de jugement, un emblème décoloré d'une époque révolue. Pourtant, au cours de ces mêmes années, alors que le monde l'avait presque effacée, elle s'est transformée en symbole de rébellion. Elle a écrit des mémoires qui ont relaté son passé sauvage, ses faux pas et les passions qui ont brûlé sa vie. Les lecteurs n'ont pas vu une actrice délavée. Ils ont vu une femme qui insistait pour vivre selon ses propres règles, même lorsque le prix était la solitude. Des cabarets étincelants de Berlin, aux trottoirs tranquilles de New York, de l'éblouissement des plateaux de cinéma aux coins sombres des bars du centre-ville. Elle a laissé derrière elle quelque chose que le temps ne pourrait jamais assombrir. Elle est devenue l'image d'une femme qui a osé aimer farouchement, a osé vivre librement et a osé s'effondrer simplement pour rester fidèle à elle-même.